Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Burundi a un nouveau Premier ministre. Sa nomination, de même que des changements opérés au sein de l'appareil sécuritaire, interviennent après que le président Évariste Ndayishimiye a dénoncé ces derniers temps des velléités de coup d'État. Comment accroître la production agricole sur le continent africain? Cette question est au cœur de la 12e conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique qui se tient en ce moment à Kigali. Une économie en crise, un service de santé malade et des factures énergétiques énormes. Voilà quelques-uns des défis qui attendent la nouvelle première ministre en Grande-Bretagne. En sport, jouer au football plutôt que de se faire enrôler dans les groupes armés, c'est le défi de nombreux jeunes enfants dans l'est de la RDC. Yacouba Ouedraogo nous en dira plus dans son segment. Et ouvrons tout de suite par le Burundi où l'on parle de purge au sommet du gouvernement sur fond d'accusation par le président Évariste Ndayishimiye de tentative de coup d'État. Le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha a été nommé ce mercredi Premier ministre du pays. Il a prêté serment dans l'après-midi, quelques heures après avoir vu sa candidature proposée par le chef de l'État validée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement. Le nouveau chef du gouvernement remplace Alain Guillaume Bunyoni, moins d'une semaine après qu'Évariste Ndayishimiye a dénoncé devant des officiels ceux qui se croient tout-puissants, qui auraient des velléités de coup d'État dans son entourage et passent leur temps à saboter son action. Ce sont là les propres termes du président. Le président burundais qui a également procédé à plusieurs autres nominations. Et pour une analyse de cette actualité, retrouvons via Skype de Bruxelles Frédéric Bamvugi Nyomvira, ancien vice-président du Burundi qui vit en exil en Belgique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui justifie ces changements opérés par le président Évariste Ndayishimiye au sein de l'appareil sécuritaire et surtout la nomination d'un nouveau Premier ministre? Ce qui justifie l'action du président, c'est que tout simplement, il avait une bonne volonté d'agir pour sauver le peuple burundais de la misère provoquée par les faucons de ce parti. Et il a décidé d'en découdre. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de chercher un nouveau chef du gouvernement. Mais après avoir dégommé des membres de la police qui visiblement étaient censés être du côté du Premier ministre sortant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du nouveau Premier ministre, c'est-à-dire celui qui entre? On sait qu'il était jusque-là ministre de l'Intérieur, mais quels sont ses atouts à ce poste? Bien, d'abord, c'est un général parmi d'autres généraux, et en plus, c'est quelqu'un qui venait de s'exercer et pendant 2 ans dans ce ministère où il gérait l'intérieur, la sécurité et le développement communal. Donc c'est quelqu'un qui sait, qui ose, qui n'a peur de rien. C'est pour cette raison qu'il devrait être justement l'adjuvant du président. Alors, les rapports entre pouvoir et opposition sont très tendus au Burundi en ce moment. Est-ce qu'on peut s'attendre à certaines actions, soit du président lui-même ou du Premier ministre, en vue d'un climat d'apaisement ou même de rapprochement? Ça devrait être justement le sentiment ou la politique du président et de son Premier ministre, dès lors qu'aujourd'hui on constate que nous avons un système monopartisan et qui a besoin justement du multipartisme pour que tous les Burundais se retrouvent dans les sphères de l'État, et non pas dans un seul parti politique, mais dans plusieurs partis politiques. Donc, on suppose qu'avec le nouveau Premier ministre, ils vont essayer de changer la situation en essayant de discuter avec d'autres Burundais
qui sont à l'intérieur, qui du sont à pays donc, l'extérieur. et à l'extérieur comme vous. Ce qu'il faut faire. Voilà, désolé de vous couper. On y reviendra plus largement dans nos prochaines éditions. Frédéric Bamvugi Nyomvira, ancien vice-président du Burundi, je vous remercie pour votre disponibilité. Je vous en prie, merci. Également, dans l'actualité ce soir, au moins 9 personnes, dont 7 civils et 2 soldats, ont été tués mardi au Burkina Faso lors de 2 attaques distinctes de djihadistes présumés dans le nord du pays. Ces 2 attaques interviennent au lendemain de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement entre Djibo et Bourzanga. 35 civils, dont plusieurs enfants, ont été tués. Le Premier ministre Albert Ouédraogo a rendu visite ce matin aux blessés de l'attentat perpétré contre le convoi de ravitaillement. Une dizaine d'enfants sont hospitalisés au CHU pédiatrique Charles de Gaulle dans la capitale Ouagadougou. Les précisions avec Dili Diko. Ce n'est pas la réponse qu'attendait le gouvernement au discours bilan du président Damiba. 35 morts lundi, selon un bilan provisoire du gouverneur de la région du Sahel, Rodolphe Sorgho. 9 morts, dont 2 soldats le lendemain. L'attaque du 5 septembre a aussi fait des dizaines de blessés, dont plusieurs enfants. Certains d'entre eux sont pris en charge par les équipes du docteur Ouédraogo. Il y avait initialement prévu, il y avait une vingtaine d'enfants. Et parmi eux, il y avait 5 traumas crâniens que nous avons redirigés vers d'autres structures hospitalières parce que nous n'avons pas de service de neurochirurgie à l'hôpital. Donc le reste des enfants sont venus effectivement aux urgences chirurgicales du centre hospitalier pédiatrique. Ils ont été pris en charge. Au lendemain de l'attaque, le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a estimé que cette énième attaque lâche et barbare est la preuve que nous devons continuer le combat contre tous ceux qui refusent la main tendue. Il a envoyé le chef du gouvernement au chevet des blessés. Nous avons constaté que les équipes médicales sont à pied d'œuvre depuis la survenue du drame et en collaboration avec les équipes du ministère de l'Action humanitaire. Et donc je voudrais saluer la bravoure, la célérité et la réactivité avec laquelle ces équipes ont pris en charge les blessés. Et je voudrais donc les encourager à poursuivre dans cette voie. La directrice du CHU pédiatrique, Cyril Priscille Caboret, a donné plus de détails sur l'accueil des enfants. Nous avons réorganisé les équipes, nous avons déplacé certains matériels pour faire de l'espace, pour mettre d'autres lits et d'autres matelas. Et c'est comme ça que nous avons pu prendre en charge 13 enfants qui sont venus à la base aérienne, qui ont été convoyés ici par les ambulances de l'armée. Et en tout cas, tout s'est bien passé. Face à la multiplication de ces attaques après une courte période d'accalmie, le gouvernement assure avoir intensifié les actions offensives de l'armée. Selon des chiffres officiels, plus de 40% du territoire du Burkina est hors du contrôle de l'État. Et au Mali, voisins des groupes armés se sont affrontés mardi soir à Talatay, une localité située à 150 km de Gao. De violents combats qui ont fait plusieurs morts de part et d'autre. Dont si très peu d'informations sont disponibles sur l'identité des combattants et l'objectif de leurs affrontements, une source locale affirme qu'il s'agit des terroristes affiliés au groupe État islamique au Sahara qui sont opposés à des groupes armés ayant fait allégeance à Al-Qaïda. Talatay est régulièrement le théâtre de combat depuis le début de la crise sécuritaire en 2012. Certaines informations faisaient aussi état ce mercredi, selon notre correspondant à Bamako, des affrontements à Intachoré. Les experts dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation indiquent qu'il est urgent pour les pays africains d'adopter des stratégies efficaces en vue d'accroître la production agricole sur le continent. Indication faite à Kigali où se tient la 12e conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique. Davantage avec Jean Damascène Manichimoué.
Nourrir suffisamment la population africaine, accroître la production agricole et faire face aux défis du changement climatique, tels sont certains points qui préoccupent l'édition 2022 du Forum sur la Révolution verte en Afrique qui se tient au Rwanda jusqu'au 9 septembre. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a fait observer que les besoins alimentaires s'accentuent de plus en plus en Afrique et la situation alimentaire est alarmante, ce qui invite aux actions concrètes. Il est regrettable que l'Afrique continue d'importer hors du continent les produits alimentaires d'environ 45 milliards de dollars américains. J'invite clairement tous les partenaires dans la chaîne alimentaire en Afrique à travailler extrêmement dur pour s'assurer que le continent devienne autosuffisant dans cet effort économique. Si la crise alimentaire en Afrique se fait plus sentir aujourd'hui avec la crise russo-ukrainienne, le phénomène n'est pas nouveau. La crise autour de l'agriculture en Afrique n'est pas nouvelle. Il est vrai que la crise ukrainienne a exacerbé la situation, mais ce n'est pas la cause du problème. Il a exposé le problème. Le problème existait depuis longtemps. Le problème est de savoir si nous avons la volonté et les moyens de le résoudre, comme si c'était une crise, à l'instar du Covid que le monde entier a dû gérer. Les responsables politiques indiquent qu'il faut passer à l'action sans tarder, il faut exploiter les opportunités mises en place sur le continent et garantir les systèmes alimentaires résilients. Profitons de ce moment, remettons-nous sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en vue de la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable et pour la déclaration de Malabo. Plus de 1500 délégués qui sont ici à Kigali pour le forum sur la révolution verte en Afrique sont unanimes à dire que si rien n'est fait pour transformer sensiblement le secteur agricole en Afrique, il y a risque que d'ici 2030, environ 300 millions d'Africains souffrent de la faim. Jean Damascene Manishimwe à Kigali pour VOA Afrique. Et on en vient justement à la Russie qui ne livrera plus de pétrole ou de gaz au pays qui plafonnerait les prix des hydrocarbures vendus par Moscou. C'est ce qu'a prévenu mercredi le président Vladimir Poutine au moment où les Occidentaux travaillent à une telle mesure. Plafonner les prix serait une décision absolument stupide. Nous ne livrerons rien du tout si c'est contraire à nos intérêts, en l'occurrence économiques. Ni gaz, ni pétrole, ni charbon, rien. Nous ne fournirons rien en dehors du cadre des contrats signés avec les pays importateurs, a lancé M. Poutine lors d'un forum économique à Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Des voix s'élèvent en Occident pour accuser la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme en représailles aux sanctions liées à l'intervention militaire russe en Ukraine. Accusation bien sûr démentie par le président russe. Liz Truss est officiellement devenue première ministre de Grande-Bretagne mardi, remplaçant Boris Johnson qui a annoncé sa démission en juillet. Comme le rapporte Henry Richwell depuis Londres, Truss est considéré comme un faucon de la politique étrangère et a promu une ligne dure contre la Russie et la Chine. Mais elle fait d'abord face à des défis de taille chez elle. Le point avec Ginny Niwa. Basculement en Grande-Bretagne, un pays rarement à court de cérémonies et de traditions, le Premier ministre sortant Boris Johnson a rencontré la reine Elisabeth mardi pour lui présenter sa démission à sa résidence en Écosse. La monarque de 96 ans n'est pas en mesure de se rendre à Londres en raison de problèmes de santé. Quelques heures plus tard, Liz Truss fait le même voyage et a été invitée par la reine à former un nouveau gouvernement. Elle est la 15e première ministre à être nommée par Elisabeth. Nous sommes maintenant confrontés à de graves vents contraires mondiaux causés par la guerre épouvantable de la Russie en Ukraine et les conséquences du Covid. Unis avec nos alliés, nous défendrons la liberté et la démocratie dans le monde. Toute lune de miel politique à Londres sera probablement de courte durée. Elle va devoir consacrer 90% de son temps à devoir s'occuper des réalités présentes de l'agenda national avec une économie en crise, des grèves, d'énormes factures d'énergie, des troubles sociaux potentiels.
Elle s'est engagée à porter les dépenses de défense à 3% du PIB, dont le coût est estimé à 180 milliards de dollars. Entre-temps, elle s'est engagée à continuer d'apporter une aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. En Ukraine, nous la connaissons bien. Elle a toujours été du côté éclairé de la politique européenne. Je crois qu'ensemble, nous pourrons faire beaucoup plus pour la protection de nos nations et pour assurer l'échec des efforts destructeurs de la Russie. En tant que ministre du gouvernement, Truss a adopté une position radicale sur la Chine. La Chine sera reconnue sous son mandat de Premier ministre, a-t-elle indiqué, comme une menace pour le Royaume-Uni. Truss s'est également engagé à déchirer un accord clé sur le Brexit que Johnson a signé avec l'Union européenne sur l'Irlande du Nord. Le président américain Joe Biden a félicité Truss sur Twitter, disant qu'il avait hâte d'approfondir la relation spéciale avec la Grande-Bretagne. Couple présidentiel hier, couple présidentiel pour toujours. En tout cas, l'ancien président américain Barack Obama et l'ancienne première dame Michelle étaient de retour à la Maison-Blanche ce mercredi où leurs portraits officiels ont été dévoilés. Ils sont l'œuvre respectivement de Robert McCurdy et Sharon Spronk. S'adressant au public, Barack Obama et son épouse Michelle ont mis l'accent sur les valeurs positives de l'Amérique, invitant tout un chacun, surtout la jeune génération, à garder l'espoir de lendemains meilleurs malgré les troubles du présent. Leurs portraits vont s'afficher aux côtés de ceux d'autres anciens présidents et premières dames des États-Unis dans la salle est de la Maison-Blanche à Washington. Toujours aussi pimpant, n'est-ce pas? Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les dérèglements climatiques et comment y faire face. Inondations records au Niger, au Sénégal, dans le Mississippi et au Pakistan. Dans les 4 coins du monde, les infrastructures d'assainissement ont du mal à contenir les quantités d'eau records se déversant sur les villes. Au même moment, la Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse et une grave famine due au manque de pluie. Qu'est-ce qui explique ces conditions climatiques extrêmes? Le phénomène est-il irréversible et comment limiter son impact sur les populations? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. En Mauritanie, la saison hivernale 2022 continue avec son lot de morts suite à une vague d'inondations sans précédent dans plusieurs villes du pays. De Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop. L'Office national mauritanien de la météorologie parle de précipitations largement supérieures à la normale, atteignant parfois les 500 mm. En 5 semaines, le ministère de l'Intérieur dénombre 27 morts, dont 12 enfants liés aux pluies. Et plusieurs centaines de maisons se sont effondrées. Parmi les villes sinistrées, on note surtout Kaïdi, à l'extrême sud du pays. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est allé au chevet des populations. Je voudrais bien rassurer les citoyens que l'État a les capacités et la détermination d'intervenir en situation d'urgence sur l'ensemble du territoire national. À Nouakchott, la capitale, des quartiers patauges. C'est le cas à Dar Naïm, en banlieue est, où Aïcha et voisines ont les pieds dans l'eau. La zone devient dangereuse, surtout pour les enfants. Il n'y a plus personne d'ailleurs, tout le monde a quitté le quartier. Ici comme ailleurs dans le pays, les populations sont contraintes de quitter leur domicile et leurs affaires pour aller se réfugier dans des écoles. Aïcha en a fait l'expérience. J'ai perdu mon meublé, l'eau a avalé mon lit et toutes mes affaires. Ma maison est inondée de tous bords, j'y ai même plus accès.
Sur place, les autorités locales viennent au secours. Fatah Ould Hamid est un conseiller communal. Les aides arrivent. L'État, par le biais de la communauté urbaine de Nouakchott, offre le petit déjeuner et garantit l'eau et l'électricité. Il y a encore des associations de jeunes qui assurent les repas de la journée et du soir. Le représentant du ministère de la Santé est bien présent et on a une ambulance pour les urgences. Toutefois, l'inquiétude demeure, car les pluies vont continuer jusqu'en octobre, prédit l'Office national de la météorologie. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. C'est mercredi et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo pour sa chronique sportive. Yacouba, bonsoir. On commence par le tennis avec Homs Jabeur qui fait son petit bonhomme de chemin à l'US Open. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, la Tunisienne 5e mondiale et finaliste du dernier Wimbledon s'est qualifiée pour sa première demi-finale de l'US Open. En quart de finale, Homs Jabeur a battu l'Australienne Ajla Tomljanovic, tombeuse de Serena Williams, souvenez-vous, au troisième tour, 6-4, 7-6 à 28 ans. Jabeur tentera demain jeudi de se hisser pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Et pour cela, il faudra battre la Française Caroline Garcia qui a dominé l'Américaine Coco Gauff en quart de finale 6-3, 6-4. Football en Europe, les Africains de Chelsea, les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy et le Marocain Hakim Ziyech ainsi que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont sans coach depuis ce mercredi matin. Le club londonien a limogé son entraîneur allemand Thomas Tuchel au lendemain d'une humiliante défaite contre le Dynamo Zagreb 1-0 en Ligue des Champions. Souvenez-vous, arrivé en janvier 2021 sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a remporté la Ligue des Champions 4 mois plus tard avec les Blues, actuels 6e de Premier League, avec 2 défaites en 6 matchs de championnat. Chelsea a changé de propriétaire en mai avec l'arrivée d'un consortium d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. Direction l'Est de la République démocratique du Congo où le football est utilisé comme un moyen pour détourner les enfants congolais de l'appât des groupes armés. Une cinquantaine de jeunes jouent au foot dans une nouvelle école du ballon rond créée par le Parc national des Virunga. Regardez. En plein cœur du Parc national des Virunga, ces jeunes tapent dans le ballon avec l'espoir de devenir footballeurs plutôt que miliciens dans cette enceinte célèbre pour ses gorilles de montagne et ses volcans, mais aussi infestée de groupes armés. Quand on parle de l'Est de la RDC, la plupart ne voient que les groupes armés, ne voient que les jeunes qui sont dans les groupes armés. Et pour nous, on n'a pas voulu que ces histoires continuent. Alors, nous avons bon jugé de prendre ces jeunes, les sensibiliser, afin qu'ils comprennent que le Parc national de Virunga, c'est un moyen de développement pour eux. C'est pourquoi une cinquantaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans, venus des villages environnants, ont été sélectionnés pour intégrer cette nouvelle école de football. Allez récupérer la balle, allez vite. Ce qui sert de stade a été aménagé à Rumangabo, village du Nord Kivu, qui abrite le QG du parc et une base militaire, non loin des rebelles du M23 qui sont à moins de 6 km. Ici, les jeunes nés dans le chaos et la violence, sans espoir ni projet, sont facilement recrutés par les groupes armés ou les braconniers. La zone dans laquelle nous avions placé ce projet, en plein parc de Virunga, où les jeunes peuvent être tentés d'intégrer ou d'être manipulés avec les multiples groupes armés qu'il y a à compter ici dans le parc. Et nous pensons que cette occupation elle est du moins positive pour éviter à ces jeunes de se sentir manipulés ou utilisés. Il faut faire les remplacements. Avec leurs 2 coachs, une vingtaine de ballons et leurs maillots neufs, la nouvelle aventure des apprentis footballeurs commence tout juste. Le rêve de vivre un jour de leur passion du ballon rond reste hypothétique et semé d'embûches, mais n'empêche, il demeure. Avec ça, je ne peux pas avoir l'idée de rejoindre les groupes armés. Je veux être dans ce qui est légal. Je veux jouer au football et mon plus grand rêve est de devenir comme Cristiano
car avant d'arriver à ce niveau, il a aussi commencé de la même façon que moi aujourd'hui. Comme spectateurs, les jeunes footballeurs peuvent compter sur des familles chassées de leur village par les récents combats et qui vivent désormais dans des huttes en bâches et feuilles de bananier, sous la pluie et dans le froid. D'autres ont vu leurs enfants recrutés par l'académie de foot qui a repéré leur talent. Bonne chance donc, jeune homme, et sachez que l'équipe nationale nigériane féminine de football a été battue hier ici à Washington DC par celle américaine 2-1. Voilà, c'est ici que se referme cette rubrique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Yacouba, les dames feront mieux la prochaine fois. On reste en sport alors que les millions de personnes en Europe transpirent pendant un été de chaleur record. D'autres font du ski. En Afrique, il ne s'agit pas d'un autre signe des changements climatiques, mais plutôt de l'anomalie fascinante du Lesotho. Les détails dans ce reportage de Jérôme Delay, le récit est de Ginny Niwa. Le Lesotho est un minuscule royaume montagneux complètement entouré par l'Afrique du Sud. C'est le seul pays au monde où chaque centimètre du territoire est situé à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela donne au Lesotho de la neige et a conduit à la création d'Afriski dans les montagnes Maluti, qui est la seule station de ski en activité en Afrique au sud de l'équateur, où les gens s'offrent des vacances auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Je n'ai jamais vu de neige de ma vie, donc c'est une expérience formidable. Les skieurs viennent également du township urbain tentaculaire de Soweto à Johannesburg. Ils prévoient une journée de cours de ski, de photos et de jeux dans la neige. Ils font la queue pour louer le matériel adéquat et recevoir des conseils de Hope Ramakojo, originaire du Lesotho, qui travaille depuis 12 ans comme moniteur autodidacte de ski et de planche à neige. Poussez vos talons vers l'extérieur, ne tirez pas sur vos épaules. Le Kapoko d'Afriski est le seul parc à neige du continent. Les concurrents ont fait la queue le mois dernier pour la compétition annuelle de la planche à neige et de ski, Winter Whip Slopestyle. Sekolo Ramonotsi, un adolescent de 13 ans de la ville de Bouta-Bouté, au Lesotho, qui s'entraîne régulièrement à Afriski, a remporté les divisions juniors de la compétition. Son rêve est d'aller plus loin que le Lesotho. Meka Leborang Ejindou, né en Angleterre, était un enseignant du ski et de la planche à neige en Autriche depuis 10 ans. Il a des racines familiales au Lesotho. Cette saison était sa première dans l'hémisphère sud. C'est ma première fois de skier dans l'hémisphère sud, ici en Afrique. Mais ma famille est d'ici, donc c'est un peu nostalgique que je vienne skier ici, sur mon sol. C'est un vrai plaisir. Afriski n'est peut-être pas au niveau des vastes stations alpines d'Europe, mais l'amour des sports d'hiver se transmet. Au ski-restaurant et au gondola café d'Afriski, l'heure d'amusement commence à 10h du matin. Les skieurs et les planchistes montrent leur tenue d'hiver et font la fête au son de la musique, bière à la main. Certains prétendent que le bar est le plus haut d'Afrique, bien qu'il soit contesté par le Sunny Mountain Lodge, situé à 130 km à l'est, à la frontière entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Ce que personne ne peut contester, c'est que cette foule est allée skier en Afrique. Et voilà pour l'une des 1001 merveilles du continent africain. Le Monde aujourd'hui est fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lynn Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.